suis partie en 62, j'allais avoir 9 ans. J'ai tellement déambulé toute seule dans Tiaret, la ville où je suis née, que je serais capable de retrouver la maison de mes parents, aller chez mes grands-parents, passer devant le cinéma, le jardin public, l'école, aller sur la place Carnot. Dans la famille, on est 2 enfants, mon frère a 2 ans de moins que moi. Il a quasiment aucun souvenir. Toute la famille, ma mère, mon père, mes grands-parents paternels, maternels, sont nés soit à Tiaret, soit à Trézel. Ah, tu appartiens à une famille de conditions modestes. J'entendais dire, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas pauvres, on ne manque de rien. Mais on se contentait de peu. D'un côté, c'était des métayers qui avaient appris à vivre à la ferme sans être propriétaires. De l'autre côté, c'était des ouvriers qui vivaient en ville et qui vivaient d'un petit salaire avec l'homme qui travaille, la femme est à la maison, s'occupe des enfants. Un grand classique. J'ai été élevée dans ces milieux-là, d'origine espagnole, des migrants qui avaient dû se serrer les coudes avec des grands-pères, parce que mes 2 grands-pères ont transmis un peu cette idée que nous étions des pionniers autour de Tiaret, qui était un des plus gros départements sur les hauts plateaux, où se cultivait l'alpha, des céréales, le blé. C'était des propriétés avec des centaines d'hectares, ce qui en France ne se voyait que dans la Beauce. D'ailleurs, c'était un peu les mêmes familles. On reconstituait une partie de l'Espagne avec des cultures, une façon de vivre. Mon arrière-grand-mère, qui était aveugle, traînait sa petite chaise en bois sur le bord du trottoir et vivait dehors, assise, à parler avec les gens comme on le fait en Espagne. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui ne parlait qu'espagnol, que dès que j'ai commencé à parler, elle ne tolérait pas qu'on lui parle en français. Donc il a fallu que j'apprenne l'espagnol. Et comme elle était aveugle, quand elle entendait quelqu'un arriver, même si nous étions enfants, elle posait la question « Quién es ?» Quién es? Et il fallait lui répondre en espagnol. Et donc les premiers mots que j'ai appris en espagnol, c'est « Soy la hija de Piero ». Je suis la fille de Piero. Et cette langue espagnole était pratiquée par les voisins. Ma grand-mère était pratiquante, mon grand-père était communiste. Donc lui, il n'allait pas à l'église, mais elle allait à l'église. Et même au sein même de la famille, il y avait cette tolérance. Mon grand-père tolérait très bien que sa femme aille à l'église, que ses filles aillent chanter à la chorale, mais lui, il était cheminot à la CGT, au Parti communiste. Il ne fallait pas lui en demander plus. Oui. Et puis, ça le faisait beaucoup rire. Voilà, il se moquait pas, mais... il était limite anticlérical, on va dire, souvent. Alors, le plus anticlérical, c'est mon père. Mon père était franchement anticlérical. Mon grand-père était indifférent. Les prêtres faisaient ce qu'ils voulaient. Mais mon père, lui, a été 7 ans enfant de chœur, parce qu'il l'a fait pour faire plaisir à sa mère. Et mon grand-père n'a pas empêché son fils d'être pendant 7 ans enfant de chœur. Sauf que quand il a voulu faire sa communion, le prêtre lui a dit « T'es un fils de communiste, tu ne feras pas ta communion ». Donc à partir de ce moment-là, mon père est devenu franchement anticlérical. Mais alors, absolument, enfin, c'est... Il ne fallait pas lui demander... Alors, et par ailleurs, il est resté croyant. Donc il pratiquait une croyance un peu à la façon des protestants. C'était une affaire entre Dieu et lui. Moi je me souviens que quand on est arrivé en France, ça a été très dur. On a été plutôt mal reçus. Les gens de ma famille, ceux de l'âge de mon père, qui avaient la trentaine, disaient « mais qu'est-ce qu'on fout ici, mais on ne peut pas faire notre vie ici ». Surtout vous ne connaissez rien de la France, voilà. Il n'y avait pas d'attache, il n'y avait pas de la métropole, il n'y avait personne. Et je me souviens d'un dimanche où mon grand-père avait dit « bon, on arrête, ici ou ailleurs, partout où on se retrouve entre ouvriers et travailleurs, on est chez nous ». Lui,
Il était allé travailler en Algérie et donc il était cheminot, il avait travaillé là-bas, il avait participé à la construction d'un pays. Et pour lui, c'était ça la vie, c'était être de quelque part, c'était faire des choses avec les gens de cet endroit-là, de faire. Et quand il arrivait en France, il avait la même intention. En France, on fera pareil. C'est ce grand-père-là qui, arrivant en France au mois de janvier, donc presque 6 mois avant l'indépendance, anticipe un petit peu. Il avait bien compris qu'il se passait des choses. Il avait observé que, par exemple, il y avait une grosse entreprise qui avait fermé les portes et puis ils étaient partis. Pourquoi voilà. Qu'un hôtel, un grand hôtel, avait fermé ses portes et ils étaient partis. Alors, comme il disait, nous les petits, on se dit « Oh, ça va passer », mais il était prudent et il avait, comme il venait de prendre sa retraite, il avait 55 ans, il avait dit bon, on va partir. Et si c'est des vacances, eh bien ça sera des vacances. Il a dit à sa famille, on passe les fêtes de Noël, on reste ici avec vous, avec ma grand-mère, on passe les fêtes de Noël et ils sont partis le 4 janvier. Ils ont pris le bateau à Oran, ils sont arrivés à Port-Vendre. Et ils ne savaient pas où ils allaient aller. C'est sur le bateau quelqu'un qui leur a dit allez dans cet hôtel, ils sont très bien, ils sont très gentils, vous ne vous ferez pas avoir. Voilà. Donc ils ont passé une nuit à Port-Vendre. Ils sont partis à Béziers, dans la famille chez cette tante. Et chez cette tante, ils sont restés très peu de temps. Parce qu'en fait, très vite, en discutant avec elle et en disant ben voilà, on vient en France pour essayer de voir. Au cas où il faudrait ramener toute la famille un peu en catastrophe, on voudrait essayer de s'installer quelque part pour les accueillir. Et comme dans la famille, il y avait beaucoup de jeunes qui auraient besoin de travailler, de se loger et tout ça, ils ont décidé de partir à Toulouse. Et très vite, ils sont restés 2 jours, je crois, à Béziers, et très vite, ils ont pris un train pour Toulouse. Très vite. Ils ont trouvé un petit meublé minuscule, juste derrière la gare. Et là, nous sommes arrivés, ma jeune tante, donc la dernière de leur fille, mon petit frère qui avait 2 ans de moins que moi, et moi, le 14 février. J'ai pris l'avion à Oran, c'est à 250 km de Tiaret. Un matin très très tôt, mes parents nous réveillent, nous habillent. On ressemblait à des tyroliens, moi j'avais une grosse jupe en velours, mon frère aussi, des gros pulls style irlandais, le bonnet, les chaussettes, enfin voilà, des montagnards. Et on part de Tiaret sous la neige. Il y avait 50 cm de neige dans la ville et sur la route. Et mon père descend et on part comme ça et petit à petit, la neige, on perd de vue la neige et on arrive à Oran. Et à Oran, c'est comme si on était arrivé à Nice. C'est le printemps. Donc ma mère me met une petite jupe plissée, des petits vernis, des petites soquettes, un petit gilet. Et je repars et je monte dans l'avion. On arrive à Toulouse et à Blagnac. Cette année-là, le 14 février 62, c'est un hiver rigoureux, incroyable. Ça gèle, que ma grand-mère nous voit arriver habillés. Ah oui, avec les petites jupettes, le machin. Donc, elle ouvre la valise et elle nous remet nos habits de montagnards. Il était question que l'on soit à nouveau scolarisés. J'ai repris l'école. À Toulouse, dans une école, dans un quartier de Toulouse, près du centre, près de la gare. Et là, ça a été l'horreur. En classe, c'était pas là que j'étais mal. C'est quand j'allais en cours de récréation. J'étais mise de côté, j'étais toujours toute seule, j'essayais de me faire des amis, c'était pas possible. Jusqu'au jour où, dans ma classe, il y avait une trisomique qui avait 14 ans et qui était scolarisée en CM1 et qui m'a pris sous son aile. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver une place, trouver ta place. J'avais une protection. Donc, elle me ramenait chez ma grand-mère,
ce qui fait qu'on ne venait plus me donner des coups de pied dans mon cartable sur la route. Elle passait me prendre le matin. Et donc, ma grand-mère ne voulait plus que je mange à la cantine parce que voilà, ça se passait mal. Donc, j'avais cette voisine trisomique qui était dans la même classe que moi, qui était ma meilleure copine. Et bien sûr, les autres se moquaient de moi. Et j'ai fini mon année scolaire comme ça. Je ne me suis fait aucune amie dans cette classe. Mais j'étais toujours en tête de classe, ce qui faisait que bon, c'était ma revanche. Mes parents vont revenir au mois de mai, parce que la fin mai, c'est le moment où c'est notre anniversaire à mon frère et à moi. Il est né le 23 mai, moi le 24. Et c'est souvent le dimanche qui suit, c'est la fête des mères. Oui. Donc ma mère avait... Vous ne pouvez pas imaginer. Elle était triste de voir qu'elle n'allait pas être avec nous pour les anniversaires et la fête des mères. Et puis mon père a réussi à avoir des congés. Et puis un jour, il est arrivé et elle te racontera. Et puis voilà, et il y a dit, bon, allez hop, j'ai 15 jours de vacances, on part fêter les anniversaires et la fête des mères avec les enfants. Donc voilà, ils sont arrivés comme ça. Et puis ils ne sont jamais repartis. J'étais très très heureuse de les voir. Ils étaient en vacances, on allait peut-être repartir, mais ils sont restés. Donc moi j'étais contente qu'ils restent plus longtemps. On a commencé à aller voir des gens dans la gare Matabio, la grosse gare de Toulouse. Et il y avait des hangars derrière où des centaines et des centaines de personnes étaient là, s'accumulaient, dormaient sur leurs valises. C'était des pieds noirs qui arrivaient, qui attendaient qu'on leur trouve un logement. Ils pouvaient rester là une semaine avant de pouvoir avoir un abri ou un endroit où aller. Et avec ma grand-mère, avec mon grand-père, on allait les voir. On allait leur donner des conseils, les aider, voir s'ils avaient besoin de quelque chose. Et là, j'ai commencé à comprendre que, en me rendant compte que moi, j'étais finalement un peu privilégiée par rapport à ces autres enfants qui étaient là à pleurer, assis sur des valises, à attendre, à demander « mais on va où ? Mais j'ai faim, mais je suis fatiguée ». J'ai commencé à comprendre là qu'il se passait quelque chose de bizarre et très vite mes parents ont loué un appartement à Toulouse et là je me suis dit on ne retournera jamais plus. Ouais, tu as compris où on t'a dit on ne retourne pas en Algérie? Non, je crois que j'ai compris que j'ai vu mes parents s'installer là, j'ai dit bon là on ne retournera plus dans la maison d'Algérie, c'est fini. Il y avait une rupture, certes, dans l'histoire, mais le fait que je retrouve mes parents, je crois que c'était ça l'important pour moi. Au fond de moi, j'avais peur que mes parents soient si loin, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, que c'était pas des vacances comme ça avec les grands-parents. Et pourtant, j'adorais quand j'étais en Algérie partir chez mes grands-parents, que ce soit ceux qui habitaient Tiaret, c'était pas bien loin. Ceux qui habitaient Trézel, c'était pas bien loin non plus. Quand je partais chez mes grands-parents, c'était formidable les vacances. Mais là, c'était pas la même chose, quoi. C'était avec et puis là où j'ai le déchirement, ça a été l'école, quoi. Parce que l'école, moi en Algérie, j'allais à l'école, j'étais heureuse d'aller à l'école, quoi. J'habitais à une maison qui faisait un angle d'un grand carrefour. De là, il y avait une énorme station-service qui partait sur la route de Trézel. Et c'était comme beaucoup de maisons de ville, hein. C'est des appartements à l'étage et des boutiques en bas.
Donc, nous étions 3 locataires. J'avais pris l'habitude d'aller chez mes grands-parents avec ma mère à pied. Et pour aller chez mes grands-parents, donc, on passait devant la station-service. Puis ensuite, il y avait le jardin public où on se baladait, on allait jouer. Et ensuite, on finissait la balade, on allait goûter chez ma grand-mère. Donc, je connaissais bien la route. Et l'école était juste après. Donc, très vite... C'était ton environnement, c'était ton univers. Voilà. Et j'adorais passer, justement, aller à l'école et passer par le jardin public. À 6 ans, j'allais à l'école toute seule. Et puis l'année d'après, quand mon frère est allé à l'école, il était petit, c'est moi qui l'amenais. Ouais, je partais avec lui, je connaissais la route, je l'emmenais à l'école. Déposé à l'école, j'allais à l'école, je reprenais, je repartais. Voilà. Et les explications aussi, le fait que ta maman te faisait confiance et que ta maman travaillait. Alors ma mère travaillait, oui, elle travaillait, elle était couturière à la maison, hein, comme on disait à l'époque, elle travaillait pour le monde. Alors pour moi, dans la tête, c'était, elle travaillait pour le beau monde. C'est ce que j'ai compris dans mon esprit. Le beau monde. Parce que moi, j'aimais beaucoup la voir travailler, faire des magnifiques robes et qui étaient suspendues. Et quand c'était des robes de mariée, c'était des robes de princesse, c'était magnifique. Donc quand je rentrais de l'école, ma mère travaillait dans la salle à manger, sur la table de la salle à manger. Elle dégageait un petit coin et elle m'installait pour que je fasse mes devoirs. Ce plaisir d'apprendre une récitation, d'apprendre et d'avoir un beau cahier, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis très tôt. Et pour elle, je crois qu'elle a tellement eu de mal, elle, à avoir un parcours scolaire minimum. Que c'était une revanche. C'était voilà, il fallait que j'aime l'école, fallait que je travaille bien à l'école, fallait que je sois parmi les meilleurs. Et l'école allait permettre l'ascension sociale. Hein. Mon père, j'en suis très fière parce que il était vraiment un très bon mécanicien. Il a passé certificat d'études et ensuite il a fait un apprentissage. Mais il avait une intelligence pratique étonnante. Il était capable de réparer, de démonter n'importe quel moteur, que ce soit un avion, un bateau, un tracteur, n'importe quel engin. Il était capable de comprendre comment ça marchait, de le réparer. Et ça, c'est quelque chose qui lui a valu d'avoir très vite un poste de chef d'atelier, puis de chef de parc à l'équipement. Parce qu'en Algérie, à Tiaret, il fallait avoir des engins pour faire des routes, des chasse-neige, des Dodge qui allaient dans le désert, des hélicoptères, enfin bon, il y avait toutes sortes de choses. Et quand ils arrivaient à Tiaret et que ça tombait en panne, il y avait mon père qui pouvait passer des heures et des heures à trouver la panne. Et quand il trouvait, il avait en plus un talent particulier, c'est que il était capable de fabriquer une pièce avec un tour. Il prenait un morceau de ferraille et il fabriquait des pièces. Et ce talent, d'ailleurs, a fait qu'à une époque de sa vie, quand il était en France et qu'il en avait un petit peu marre, il a failli partir comme formateur, il a été sélectionné pour partir comme formateur avec l'UNESCO en Afrique. Donc quand il est rentré d'Algérie, rester sans travailler, ça lui était difficile. Il était fonctionnaire, on lui proposait un poste à Niort, il a refusé. Il s'est mis en dispo pendant 3 mois, je crois, pour prendre le temps de réfléchir. Il a travaillé dans un garage. Ensuite, la fonction publique lui a proposé un poste en surnombre à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, pour lui, ça a été terrible. Il était dans un bureau, il faisait rien. Il avait 32 ans et il se sentait complètement inutile. J'ai vu mon père s'effondrer. Devenir taciturne, et jusqu'au jour où
on est rentré de l'école et mon père était là et tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Et il voit qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'a pas de place, qu'il est de trop. Et ça, c'est plus possible pour lui. C'est plus possible. Donc, il va décider de démissionner. Et il va se mettre à travailler comme salarié mécanicien dans un garage. Et puis, son beau-frère va rentrer d'Algérie aussi. Et ils vont décider de s'associer pour monter un garage. Pendant tout ce temps qu'on évoque, est-ce que dans tes souvenirs, tes parents ont évoqué le fait de retourner en Algérie ou évoqué l'Algérie alors qu'ils étaient loin Mon père, il parlait beaucoup de la trahison de De Gaulle. Pour lui, l'État français avait trahi les Pieds-Noirs. Il parlait de l'administration avec beaucoup de mépris. Pour lui, c'était vraiment une humiliation. Et c'était une humiliation que lui avait infligée l'administration, l'État français. Et moi, je crois que ça m'a beaucoup marqué, de voir mes parents, et ma mère aussi, parce que ma mère aussi, elle a réussi à retomber sur ses pattes. Parce que j'ai tellement vu, après, dans mon métier, d'immigrés d'origine maghrébine, qui étaient arrivés et qui avaient perdu pied, des pieds noirs dans la région bordelaise. Moi, j'ai rencontré dans la banlieue bordelaise des familles pieds noirs, mais qui ont perdu pied, mais n'ont pas été aidés. Certains, de l'alcoolisme, des hommes qui ne retrouvant pas une utilité, se sont trouvés à sombrer dans l'alcoolisme, à ne plus pouvoir travailler. Tu évoquais tout à l'heure en aparté qu'il t'a fallu du temps avant d'accepter de dire que tu étais pied noir. Ah oui. Pourquoi ? En gros, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais honte. En dehors de ma famille, j'avais honte. En classe, j'avais à cœur de gommer cet accent, dans ma façon d'être aussi, à gommer tout ce qui pouvait faire penser à mes ascendances pieds noirs, à mes origines pieds noirs. Je crois qu'il y a un moment où j'ai pu être capable de dire « oui, je suis pieds noirs ». Et alors ? Tu n'es jamais retournée en Algérie depuis que vous êtes arrivée en 62 ? Je ne suis jamais retournée. C'était dans tes projets ou c'est une volonté de jamais y retourner ? J'ai eu le projet, j'avais très envie pour mes 50 ans d'y retourner. C'était un peu le cadeau que je voulais me faire. Un cadeau pour avoir grandi par rapport à cette histoire et puis m'être sortie de cette espèce de culpabilité que je portais, où il fallait avoir honte d'être pied noir, ou alors même se cacher pour pas être stigmatisé par des gens qui nous traitaient de colonialistes, alors que moi, mais ça me parlait pas, quoi. Je me disais, mais colonialiste. Bon, c'est quand j'ai compris ce qui s'était passé, ce qu'était la colonisation, qui étaient les colonialistes. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas grand-chose à voir avec ces gens-là, si ce n'est que une certaine forme de silence peut induire de la complicité. Donc, je me suis dit, il faut dire, oui, je suis pied noir, et alors ? Je ne suis pas complice. J'ai rien à voir, moi, avec les gros colons, comme on disait chez moi. Et puis, voilà, moi, le jour où ma mère m'a dit que ma grand-mère, sa propre mère, a commencé à travailler à l'âge de 10 ans chez des gros colons, je me suis dit, mais bon, c'est bon, quoi. Je ne peux pas me taire et dire et faire croire que je suis de leur côté. Ce n'est pas possible. C'était aussi parler de mon histoire, c'était dire, bon, ça suffit, quoi. Il ne faut pas se tromper de camp, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je me disais que les histoires de ma grand-mère, femme de ménage chez un gros colon, de mon grand-père métayer,
qui arrivait tout juste à vivre avec ce qu'on lui laissait, et qui trouvait quand même le moyen de vivoter de façon solidaire avec les ouvriers algériens avec lesquels il était, qu'il y avait plus de solidarité entre le douar qui était à côté de la ferme où vivaient les ouvriers agricoles d'origine indigène, comme on disait, et mon grand-père, qu'entre mon grand-père et le gros colon. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de solidarité de ce côté-là. Il y avait une solidarité vers le bas, mais vers le haut, il n'y en avait pas. C'est cette multitude de petites loupiottes qui pourra peut-être éclairer un peu mieux la grande histoire et faire qu'il y ait des choses qui soient racontées autrement. On évoquait cette douceur de vivre en Algérie. Il y a quand même un moment où même gamine, tu sens que il y a une bascule qui s'opère. Ça arrive doucement, l'été 61, alors que je sortais jouer dans la rue. Hein. À côté de chez nous, il y avait une famille algérienne qui vivait là, et il y avait un garçon qui était muet. Et moi, je sortais jouer avec le petit muet. Je me souviens du fait de ne plus pouvoir jouer avec le petit muet, parce qu'il avait peu d'amis. Et que je disais à ma mère, oui, mais alors le petit muet, qu'est-ce qu'il devient? Et ben, elle me disait, bon, et ben, fais-le rentrer. Alors, on le faisait rentrer dans la cour. Mais lui, il se faisait engueuler par ses parents. Parce qu'il ne fallait pas qu'il vienne avec nous. Et nous, voilà. Et là, on a senti que du côté des parents d'origine arabe, enfin les parents du petit muet ne voulaient plus qu'ils viennent jouer avec nous dans la cour. Ce qui ne posait pas de problème avant devenait un problème. Voilà, il y avait ce genre de choses. Et là, je me disais, mais bon, voilà. Alors, ma mère, je lui disais, mais pourquoi? Bon, il faut faire attention, elle me dit. Il faut faire attention, voilà. Et puis après, il y a eu, quand l'hiver est arrivé, et qu'un jour, en rentrant de l'école, en faisant des batailles de boules de neige, mon frère a reçu une boule de neige dans laquelle il y avait un gros caillou qui avait été mis volontairement. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait des enfants algériens à qui on apprenait à nous attaquer. Oui, parce que ton jeune frère a été blessé. Voilà, il a reçu la boule de neige dans la tempe, il a été blessé, et puis enfin, il avait une belle estafilade, et puis moi, je me sentais responsable de lui, donc il hurlait, bon, on est rentré à la maison, et là, ça a été un peu la fin de l'innocence, une espèce de truc là qui a fait... oui, j'ai vécu ça comme un... Ouais, c'est un truc qui est venu percuter tout un mode de vie qui s'écroulait là. Donc, et pour mes parents et pour moi aussi, hein, c'est-à-dire mes parents ont pris conscience que c'était plus question de me laisser partir toute seule avec mon frère dans la rue. Donc on nous accompagnait à l'école, on venait nous chercher. Donc c'était plus du tout pareil. On courait plus à travers le jardin public en se faisant des batailles de boules de neige. C'était plus possible. Tout ça n'était plus possible. Jouer dans la rue, c'était plus possible. Jouer avec des enfants arabes, c'était plus possible. Et il fallait faire attention. Il fallait faire attention. Et après, il y avait toutes les conversations d'adultes. Parce que quand à partir de l'été, là, je me disais, mais attention. Moi, je me disais, mais attention à quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'était insidieux, c'était une espèce de truc que je ne percevais pas. Donc, quand les adultes parlaient entre eux, souvent on m'envoyait jouer. J'étais l'aînée, moi, des petits-enfants, donc ils savaient que j'étais très curieuse, on m'envoyait jouer. Va jouer avec ton frère, va jouer avec tes cousins, emmène-les. Et eux, ils discutaient. Ils parlaient de choses sérieuses. Mais moi, c'était plus fort que moi, je venais et j'écoutais. Et là, j'ai commencé à entendre parler d'attentats, de gens qui avaient été tués dans la rue, voilà.
Sans jamais rien voir, Sans jamais rien voir, sans jamais rien voir, non. Mais j'écoutais ce que les adultes racontaient. Et là, j'ai commencé à être un peu angoissée. Et mes parents, c'était curieux parce que d'un côté, alors ils ne savaient pas que j'écoutais. Ils ne savaient pas qu'ils pensaient me protéger. C'est ce qu'on pense faire quand on est parent, effectivement, voilà. de préserver. Et puis, ma mère, des fois, partait faire des courses et elle me laissait avec mon frère. Je partais, elle s'échappait un certain temps, pas trop, une demi-heure, une heure, peut-être, j'en sais rien. Et elle me laissait avec mon frère et elle nous enfermait. Elle nous enfermait à clé. Alors qu'auparavant, quand elle nous laissait comme ça un temps, elle allait voir la voisine et elle disait « J'ai laissé les enfants, je vais chercher ceci, je reviens ». Là, elle nous enfermait dans l'appartement. Et je me souviens que après, je faisais beaucoup de cauchemars. J'ai fait à cette époque-là beaucoup de cauchemars, oui. Je rêvais la nuit que pendant qu'elle partait faire les courses, quelqu'un arrivait, tapait à la porte de façon un peu violente, que par la fenêtre je voyais que c'était des hommes avec des gandouras, parce que tout ce que j'entendais, avec des gandouras, avec des mitrailleuses cachées, et qu'ils me demandaient où était mon père, et que... alors je m'inventais des tas d'histoires comme ça, en rêve, je faisais des cauchemars. Quoi. Après, ça n'a pas... Une fois arrivé en France, ça n'a pas trop duré. Je crois que mes grands-parents ont été de ce côté-là assez apaisants. Et disons que voilà, ils étaient arrivés, s'il y avait un problème, on viendrait en France. Ouais. Mais la France, ça a été plus qu'une destination, ça a été un refuge obligé. C'était pas... Pas le choisi, pas ce que tes parents auraient choisi prioritairement. Ouais. Mais, ouais. Moi, si j'étais restée en Algérie, je pense que j'aurais vécu en Algérie, j'aurais passé mes vacances en Espagne. Voilà. La France... J'ai découvert la France en y vivant, mais enfant, il y avait des familles d'origine française qui avaient de la famille en France et qui me parlaient de la France. Moi, ça, quelque chose de très lointain. Ça ne m'attirait pas. Moi, j'étais attirée par l'Espagne. Mon pays de cocagne, c'était l'Espagne. Merci vraiment en tout cas d'avoir parlé de ton Algérie à toi, qui est une part de ce que tu appelais tout à l'heure la petite histoire, mais c'est pour mieux comprendre effectivement ce qu'a été l'Algérie. Et puis il y a cette importance de transmission aussi. Toi, tu n'oublies pas d'où tu viens, c'est surtout ça ce qui te caractérise. Oui, c'est ce qui me constitue. Moi, j'ai l'impression que je suis déjà un patchwork. Voilà. Et j'ai l'impression que l'Algérie en était un. Donc ce qui m'identifie le plus à l'Algérie, c'est ce sentiment d'être constitué, de ne pas être monochrome. J'ai une palette multiple de langues, de références, et j'aimais ça, j'aimais cette richesse, ne pas être dans l'entre-soi, ne pas être de souche. J'aime pas ce mot, être de souche. Je trouve que ça enferme. Enfin, moi, c'est un mot que j'aime pas, quoi. Je pense que les pieds noirs de souche, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les pieds noirs, c'est protéiforme. On vient de partout, on est... voilà. Puis on sait très bien, malheureusement, la connotation négative qu'on a donnée à cette appellation, qu'on a opposé souvent aux pieds rouges qui sont venus après. Donc,